Moi je suis Christian, je suis animateur du collectif des travailleurs sans papier de Vitry. On a plusieurs camarades. Le collectif est connu pour avoir mené une lutte victorieuse sur le chronopost Alfortville en 2019, d'où il est issu ce livre pour ceux qui voudront jeter un œil, et qui mène depuis fin 2021 trois luttes qui ont correspondu à trois piquets de grève qui ont eu des durées inégales sur RSI, une boîte d'intérim à Gennevilliers, sur DPD, qui est une filiale de la Poste avec un piquet qui était au Coudray-Monceau, et de nouveau la deuxième lutte, Chronopost Alfortville. Le collectif existe depuis 2008. Donc l'intitulé qui a été discuté avec Hello est assez vaste, puisque c'est les luttes de sans-papiers. Donc je vais essayer de dire d'où ça sort, d'où sortent les sans-papiers. Et en fait, le mouvement des sans-papiers, c'est quelque part, c'est l'État qui l'a fabriqué, qui le fabrique à partir de 1973. 1973, c'est l'ouverture de la crise du capitalisme. À l'époque, on parle de la crise pétrolière. En fait, c'est une crise d'accumulation. Ils n'arrivent plus à accumuler comme avant. Et en 73 74 apparaissent les premières lois qui vont lier, au moins dans leur justification, le chômage qui monte et la présence des étrangers. Donc à partir de là, ça ne va plus s'arrêter, il va y avoir des lois, une loi tous les ans ou tous les 2 ans. Ça va générer des luttes pour la régularisation, en général des travailleurs maghrébins, mais il n'y aura pas que les maghrébins, il y a eu les Mauriciens à un moment donné. C'est des luttes victorieuses. Ce qui se passe au bout de... le nombre de sans-papiers va en croissant, il y a des grèves de la faim. Et puis, il y a l'élection Mitterrand. Avec l'élection Mitterrand, en fait, c'est quelque part un débouché de ces luttes-là qui ont été menées par le mouvement d'immigration. À l'époque, c'était des organisations, souvent avec des militants politiques liés aux guerres de libération nationale. Et un mouvement... même si c'était minoritaire dans les militants français, ça faisait quand même en tout un fort soutien. Donc ils vont populariser une revendication qui était la carte de 10 ans. Parce qu'à l'époque, c'était des cartes d'1 an, de séjour et de travail, il y avait 2 cartes. Et quand Mitterrand passe, il y a deux choses qui se passent. C'est en 82, il fait une régularisation générale qui va aboutir à ce qui est pratiquement plus sans-papier. Pour donner un exemple, aujourd'hui c'est le Navigo, à l'époque c'était la carte orange. Une carte orange de 6 mois d'ancienneté, ça suffisait pour se faire régulariser. Et la deuxième chose, c'est avec la marche de l'immigration, pour l'égalité des droits, la marche de 1983, que à l'époque et encore aujourd'hui on appelle la marche des beurs. À l'issue, c'est une grande manif sur Paris de 100 000 personnes. Mitterrand reçoit les principaux les délégués marcheurs, et il accorde devant eux la carte de 10 ans. Donc ça date de là, et avec ces 2 événements, on peut dire que les premières luttes sont une victoire, et ça va se traduire par une absence aussi de lutte sur ce sujet pendant des années et des années. Ça va changer évidemment, parce qu'en même temps qu'il a accordé une régularisation et durcissait la réglementation, il va y avoir la première cohabitation, donc les premières lois Pasqua, puis quelques années plus tard, une deuxième cohabitation, les nouvelles lois Pasqua. Alors dans ces temps-là, il y avait eu des luttes de demandeurs d'asile turcs qui faisaient des grèves de la faim, des luttes victorieuses. Donc à la fin de l'ère Giscard, et avec un temps
il y a eu d'autres luttes de demandeurs d'asile à la deuxième moitié des années 80. Mais les personnes réclamaient des papiers pour eux. C'est-à-dire c'était tous des militants, hein, des militants politiques, mais en fait c'était pas une revendication générale. La revendication générale, elle va arriver avec le bouclage des possibilités de réglementation par les lois Pasqua. Pasqua qui va durcir tout, le regroupement familial, l'acquisition de la nationalité, durcir les procédures, etc. À tel point que ça ferme les possibilités que les gens avaient de se faire régulariser. En particulier, ça va amener une catégorie de personnes qui va être importante. C'est des gens qui sont non régularisables, non expulsables parce que leurs enfants sont français, ils sont nés en France et à l'époque, c'était le droit du sol complet. Un enfant né ici était français forcément. Et donc, on n'expulsait pas un parent d'enfant français. Donc, avec ce processus, il y a un nombre croissant de sans-papiers qui va se faire. Et donc, à un moment donné, ça va comme Serge, moi, on était dans la chimie. Quand on monte la pression dans un appareil, ça finit par péter quelque part. Ça ne va pas se manifester par les travailleurs. Les travailleurs, quand ils ont du boulot, eh ben, ils le gardent. Donc, c'est pas eux, alors qu'ils étaient quand même regroupés, qui vont aller au front. Ça va partir des lieux de vie et donc des foyers d'une immigration qui est particulièrement bien organisée avec les associations de village et des tas d'autres associations, l'immigration malienne. Donc, ça va partir des foyers maliens. Aidé par des militants maliens, donc un réseau de militants maliens qui avait été impliqué dans la chute de Moussa Traoré. Donc, évidemment, c'est au Mali qu'ils ont fait ça, mais l'organisation en France avait de l'importance et ils vont s'attaquer à ça. Il va y avoir des réunions au foyer de Bara de Montreuil. Ça va durer des mois, puis à un moment donné, ils se lancent. Ils choisissent une date qui n'est pas un hasard, c'est le 18 mars. 18 mars, commune de Paris, donc 18 mars 1996, ils partent en métro, c'est la ligne 9, et ils s'arrêtent à la première station de métro où il y a une église, Sainte-Ambroise. Donc, en fait, ça donne l'impulsion sur le type de lutte que ça va être. C'est-à-dire, alors que c'est tous des travailleurs, c'est pas sur une revendication de travailleurs qui vont le faire, c'est sur une revendication humanitaire. On est des humains, il va y avoir un écho là-dessus. Mais c'est important, de le pointer. Donc, tous les militants, on était un peu sidérés de voir ça. C'est-à-dire, on se disait, mais ils attirent la foudre. Forcément, il va y avoir des rafles, il va y avoir des charters, etc. et tout. Et en fait, on a vu immédiatement que le nombre apportait sa propre protection. Évidemment, il y a une répression des évacuations de l'église Saint-Ambroise, puis du gymnase Japy à côté, puis ainsi de suite. Donc il y a eu mais pas d'arrestation. Et quand il y en a eu, de toute façon, le dispositif légal n'était pas prêt pour que ça se traduise par des expulsions. Donc, on peut dire, alors il y a ce moment de mars, 18 mars 1996, évidemment, les semaines qui ont suivi, et encore plus après avec l'occupation et la grève de la faim de l'église Saint-Ambroise, ça va avoir un impact sur tout le pays. Donc comme quoi 300 personnes qui luttent, ça peut y compris impacter des millions de personnes. Et c'est là que la figure du clandestin disparaît, parce que les sans-papiers, ils appelaient ça les clandestins, ce qui est extrêmement négatif, péjoratif. Ça image le clandestin sur un bateau qui est dans les soutes, qui tremble de peur pendant tout le trajet et qui ne bouge pas. Alors qu'en fait, ils allaient au boulot, ils en revenaient, etc. Donc, c'est avec la figure du clandestin qui disparaît, c'est la figure du sans-papier. On appelle désormais le sans-papier. Les mots viennent de quelque part, et viennent en l'occurrence des luttes.
Donc aussi, ce qui est notable par rapport à l'époque des grèves de la faim des Turcs, des militants turcs, c'est que là, c'est ce qui est mis en avant, c'est la lutte contre la loi elle-même, la loi Pasqua, et avec un mot d'ordre qui est régularisation de tous les sans-papiers. C'est l'anti-loi Pasqua, quoi. Et avec, juste derrière, en grattant un peu, liberté de circulation, qui était jusque-là revendiqué, enfin, mis dans des programmes politiques de groupuscules très confidentiels. Donc, comment dire? Donc, à partir de là, ça change, et aussi, il y a un appel d'air, c'est-à-dire, il y en a qui sont sortis en lutte. Alors, ceux qui luttaient, c'était principalement des parents d'enfants français, avec une petite frange de militants, ça devient des militants de toute façon, sans papier, célibataires. Mais la base qui a été organisée au foyer Barra de Montreuil, c'était des familles. Ça va se voir d'ailleurs, parce qu'il y a toute une ribambelle d'enfants aussi dans ces luttes-là, dans les films qui ont pu être faits. Donc, aussi, qui est significatif, c'est sur cette base humanitaire, mais pas qu'humanitaire non plus, c'est politique, c'est aussi la question de classe va transparaître. C'est un gros soutien. Il y a une énorme manif après l'évacuation de l'église Saint-Bernard, 30 000 personnes qui filent sur la nation, et on a le quart de la manif, 6 000 personnes à peu près, qui continuent ensuite sur le centre de rétention de Vincennes. Donc ça donne une image de l'impact que ça a pu avoir. Cet impact va continuer avec la loi Debré, où le Debré, c'est l'une des nombreuses lois de durcissement. Pour la première fois, et ça ne va pas se reproduire après, la loi ne va pas passer. Ils vont être obligés de la retirer, parce que le moment emblématique, c'est une manif de 100 000 personnes, cette fois-ci, contre la loi Debré, donc ils ont arrêté les frais. Et ça va avoir un impact politique sur la vie politique, puisque quand Chirac dissout l'Assemblée, la majorité de gauche qui émerge, elle s'adosse à ce qui s'est passé dans l'année. Donc ce qui s'est passé dans l'année, c'est évidemment ce moment-là, c'est aussi la grève SNCF et RATP. Donc il n'y avait pas que le mouvement des sans-papiers, mais ça participera de la chute du gouvernement de droite au moment de l'élection, qui débouche aussi sur une régularisation, une circulaire de régularisation. Donc c'est Chevènement, loi Chevènement qui va aggraver les choses, circulaire de Chevènement qui va régulariser la moitié de ceux qui vont présenter des dossiers, donc je crois que c'est environ 120 000 personnes, et qui va amener, donc j'ai parlé des collectifs, donc il y a plusieurs collectifs qui sont apparus, mais du coup, la loi Chevènement pousse à des collectifs pour faire les dossiers. Donc il va y avoir des collectifs de départements, c'est comme ça que les collectifs de banlieue vont se constituer, collectifs de ville, il va y avoir même des collectifs de foyers, certains groupes politiques vont faire des collectifs de foyers. Donc il va y avoir un peu un développement, prolifération, le mot est trop fort, mais un développement de collectifs sur une base locale avec comme interlocuteur la préfecture du coin. Donc voilà, le mode de lutte étant toujours occupation d'usines et grève de la faim. Donc c'est quelque chose qui va se faire et qui va s'user. D'abord, très vite, les évacuations d'églises vont avoir lieu, donc ils vont attaquer seulement les églises construites après 1905, parce que c'est l'église catholique qui les possède, donc ça fait gagner quelques heures ou quelques jours, parce qu'il faut demander, l'État ne peut pas intervenir, c'est pas à lui, etc. Donc, mais à un moment donné, ça va aussi autant être inefficace que fatiguer ceux qui en ont marre de l'humanitaire, quoi. Donc ça va changer à la fois avec ça va changer avec la loi Sarkozy et puis avec cette usure aussi. La loi Sarkozy, ça fait quoi?
c'est le cynisme ouvert, c'est-à-dire en gros, c'est l'immigration choisie. Ils n'hésitent plus à dire, de toute façon, nous on pilote des mouvements de main-d'œuvre et on prend ce qu'on a besoin, et ce qu'on n'a pas besoin, le paysan qui n'a pas de qualification, on cherche à le renvoyer au pays. Donc la loi Sarkozy aboutit à des licenciements dans certains secteurs marginaux, dans la métallurgie, dans le nettoyage des vêtements. Et là, c'est les premières grèves menées par la CGT d'ailleurs, parfois avec la solidarité des travailleurs enfin, en règle, français ou immigrés. Donc, c'est en corrélation avec ça, c'est la remontée de la question du travail, où il va y avoir une unification des collectifs, des associations, des syndicats sur l'idée les sans-papiers n'est pas dépourvu de droits, il peut contester en prud'homme, il peut attaquer son patron si la feuille de paye ça va pas, etc. Et sur cette base-là, en fait, le mouvement syndical qui avait été absent complètement, alors que quand même c'était les sans-papiers étaient les plus précaires des précaires et les plus les plus démunis des travailleurs. Donc il était resté près de 10 ans, plus de 10 ans à l'écart de la question des sans-papiers. Là, en fait, il est raccroché. C'est l'Interpro Union Locale et UD qui se raccroche à ça, aussi parce que les associations et les collectifs sont raccrochés à eux. Donc à ce moment-là, les collectifs, quand il y a un problème de travail, ils envoient à la permanence de l'Union Locale CGT. De cette façon, la CGT va se constituer des carnets d'adresses un peu partout, et il va y avoir un tract commun, un tract unificateur, avec des revendications unificatrices, mais la CGT démarre la lutte toute seule, fait cavalier seul, en organisant des grèves qui sont victorieuses. Donc ça aboutit peut-être à, je ne sais plus exactement, mais environ 1 millier de régularisations en 2008. Ça commence en avril 2008, et c'est victorieux sous plusieurs aspects. C'est victorieux par le nombre de régularisations qui est obtenu. C'est victorieux aussi politiquement, c'est-à-dire la figure qui apparaît désormais, c'est plus simplement la figure du sans-papier, c'est la figure du travailleur sans-papier. Et où tout le monde a vu à cette époque-là le gouvernement complètement sur les défensives, déstabilisé sur cette affaire, surtout que la CGT, on en pense ce qu'on veut, mais ils avaient choisi d'attaquer sur des lieux emblématiques, genre le restaurant qui allait bouffer Sarkozy, et avec ceux qui faisaient la plonge au fin fond du resto. Donc c'est victorieux, et aussi ça se voit par l'afflux énorme de contacts vers la CGT. Alors, le fait que ce soit un cavalier seul, c'est quelque chose qui s'est mal passé, parce que du coup les collectifs se sont sentis mis sur la touche. Et comme action, ils ont décidé, la CSP 75, qui était le principal collectif parisien, a décidé d'occuper la Bourse du Travail annexe rue Charlot. En voilà une idée qu'elle est mauvaise. Ça va installer un ravin, pas un fossé, un ravin entre les collectifs et la CGT, où la CGT va mettre dans le même sac d'ailleurs tous les collectifs. D'ailleurs, la CGT refait l'histoire. Pour ceux qui voient des histoires, des rappels historiques sur le mouvement des sans-papiers, il n'y a que, c'est-à-dire avant les grèves de sans-papiers de 2008, voire de 2007, il ne s'est rien passé. Alors qu'en fait, le mouvement CGT lui-même est une déclinaison d'une mobilisation dont je vous ai expliqué. Et je vous ai expliqué les ressorts. Pour dire c'est à ce moment-là, 2009-2010, c'est le point culminant
de la lutte des sans-papiers. C'est-à-dire que le fait que ce soit 2008 est une victoire, ça se voit aussi à la relance de la lutte, un an et demi après, en octobre 2009, où il y a, en fait, ils font une AG de 1000 personnes dans la Bourse du Travail de Montreuil, et le lendemain, ils attaquent, ils font des occupations, ça va monter ensuite en puissance jusqu'à, ils vont revendiquer 6000 travailleurs en grève, sans papier, une grève interprofessionnelle du coup, même si ça n'a rien à voir avec des grèves de métallurgie où le travail est arrêté, hein. Pas le travail, la fabrication. Là, c'est évidemment, les gens étaient immédiatement remplacés. Donc, ce mouvement, alors il n'y avait pas 6000, mais au moins la CGT avait rempli la halle Carpentier, pour ceux qui connaissent, avec 1500 personnes, moi j'avais compté. Et parallèlement à ça, ce mouvement, alors, toujours sur l'occupation de la Bourse du Travail, au bout d'un an, c'est le service d'ordre CGT qui évacue la Bourse du Travail. Bon, c'est pas un moment de gloire. Mais là, pour le coup, la CSP 75 fait chier le gouvernement parce qu'ils occupent le trottoir. Donc, ils obtiennent à cette occasion des dépôts. Donc, la préfecture leur promet 300 dépôts en mettant comme barre 8 ans de présence au lieu de 10. En fait, ils avaient promis, quand ils étaient au trottoir, ils avaient promis 6, et quand ils disparaissent du trottoir, c'est devenu 8. Ça a fait enfler aussi la CSP 75, qui, dans les manifs, était capable de mettre 700 personnes. Donc on voit qu'il y a deux branches de lutte qui sont tous les deux très importants. Mais ces deux branches de lutte étaient quelque part apprivoisées par le gouvernement, c'est-à-dire la CGT était pas du tout sur l'occupation de bâtiments publics, d'impôts, d'administration, alors qu'ils auraient pu les faire. Ils avaient la puissance. La CSP 75, exactement pareil. Ils avaient la puissance pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Alors la CSP 75, c'est à cause de ces dépôts, à cause aussi de l'occupation qu'ils faisaient d'un ensemble de bâtiments dans le nord de Paris. Ils ne voulaient pas risquer, ils voyaient gonfler leur lutte, leur collectif, ça suffisait. Quant à la CGT, l'objectif n'était pas une régularisation immédiate de tous les sans-papiers, ça cherchait à avoir un chemin, une régularisation apaisée, et donc était dans une sorte de lutte limitée avec l'État. Et en fait, l'État a très bien compris ça. Il y avait des réunions, et donc la CGT en faisait des bilans. Oui, nous avons été entendus. Alors, il y a des réunions successives avec les ministères, mais en fait, ils les ont manœuvrés. C'est-à-dire, par rapport à 2008, où le gouvernement était déstabilisé, en 2009, le gouvernement a très bien mesuré son adversaire, et en fait, le résultat de ça, c'est en termes de régularisation, il y en a eu quand même pas mal, mais pas du tout à la mesure des 6000 personnes mobilisées. Les sans-papiers au travail au noir ont été complètement abandonnés. La CGT a accepté une circulaire qui n'était même pas une circulaire de régularisation, c'était des critères établis, mais c'était clair que des sans-papiers au travail au noir ne rentraient pas dedans. Donc, tu as eu des pleurs et des grincements de dents, vraiment des pleurs, pour ceux qui se rappellent, ceux qui occupaient les marches de la Bastille. Donc c'est le dirigeant qui appelle à débarrasser le plancher, qu'on a gagné, ce gars, on a gagné. Quand ils lisent la circulaire, ils pleurent vraiment. Donc voilà, notre collectif est apparu à ce moment-là. Nous, on a bataillé pour dire, mais c'est des trucs publics, des bâtiments publics qu'il faut occuper. On avait occupé pour cela les impôts de Vitry, collectif des travailleurs sans papier de Vitry. On a occupé les impôts d'Ivry un peu plus tard, un peu plus d'un an. On a occupé la Driette, la Directe à l'époque de Créteil, chaque fois en forme de bras de fer pour arracher des régularisations.
Bon, ça marchait pas bien, c'était aussi à cause de notre faible nombre, mais c'était l'orientation qu'on suivait. La CSP 75 et quelques autres collectifs vont se contenter des dépôts réguliers, ne vont jamais être une vraie menace pour le gouvernement. La CGT a, j'ai oublié, droit devant. Droit devant, dans le lancement des grèves de 2008, était complètement impliqué. Et donc, c'est autant une victoire de la CGT que de droit devant en 2008. Mais la CGT, par la suite, elle va être dans la lignée de ce qu'ils ont défendu à partir de début 2010, et ils vont faire la chasse aux CERFA, c'est-à-dire ils vont s'inscrire complètement dans les critères de régularisation du gouvernement en termes d'ancienneté et en termes d'ancienneté de séjour et en termes d'ancienneté de travail, en termes d'heures de travail. Ce genre de choses va s'aggraver au fur et à mesure qu'ils vont mener des luttes, c'est-à-dire une lutte ici, une lutte là, et donc en 2017, c'est une grève à Rungis, dans le Val-de-Marne, donc ils obtiennent une centaine de régularisations, et en 2018, c'est 6 grèves, où en fait, c'est progressif, c'est-à-dire c'est de plus en plus que ça rentrait dans les critères de circulaire. Après, il y a sur l'occupation de bâtiments publics, en fait, ça devient, l'idée est partagée par droit devant, par un autre collectif, CSP 93, et surtout, on fait une campagne avec les inspecteurs du travail. C'est une intersyndicale de l'inspection du travail, et on s'imagine à ces 3 collectifs et avec les inspecteurs de pouvoir changer la loi. Donc il va y avoir une série d'occupations de bâtiments d'inspection du travail, dont le cœur de l'administration, c'est-à-dire la Tour Javel, en mars 2016. Donc ça va évidemment ne pas marcher, mais à la fin, en fait, tout le monde est un peu découragé. Et en fait, le collectif se rallie sur l'idée de faire une occupation sur du travail. Alors, on faisait déjà, en collectif des travailleurs sans papier, on avait déjà cette caractéristique de mener des luttes avec des travailleurs, mais c'était à chaque fois une personne, avec l'appui de tout le collectif. C'est comme ça que ça fonctionnait. En 2019, on va déclencher la lutte de Chronopost Alfortville sur le même modèle, c'est-à-dire des travailleurs d'Alfortville. En fait, on va rentrer dedans, des travailleurs de la Poste, enfin, sans papier de la Poste d'autres endroits, et tous ceux qui veulent, c'est-à-dire tout le collectif, mais pas seulement tout le collectif, ceux qui voulaient rejoindre étaient appréciés. Donc, les différences avec la CGT étaient nombreuses, c'est-à-dire on prenait pas compte de l'ancienneté sur le territoire, on ne prenait pas en compte l'ancienneté de travail, c'est-à-dire à partir du moment où la personne avait travaillé, ne serait-ce qu'un mois, on la mettait dans la lutte. On prenait les anciens travailleurs aussi, alors qu'eux ne les prenaient plus. Et tous ceux qui voulaient participer à la lutte étaient acceptés volontiers. Donc c'est comme ça qu'en 2019, on a 7 mois de piquet qui débouchent sur une victoire. On a 72 régularisations. Tous les 73. Tous les postiers, puisqu'en fait on les défendait comme des postiers, eux-mêmes ne se percevaient pas comme des postiers au début, ils se percevaient comme des intérimaires au boulot, voilà. On les a bombardés postiers. Syndicat solidaire, Sud-PTT, on était en plein accord avec eux et a aussi bataillé sur cette ligne-là. Et donc, c'est les 27 qui sont pris sans critères, c'est-à-dire des gens qui étaient venus 2 ans avant, etc., tout le monde, et 46 personnes qui n'avaient jamais travaillé à Chronopost. Donc, 2019, c'est une belle victoire. Pas tout le monde, on a quand même eu 83 personnes sur le carreau, mais c'était quand même principalement une victoire.
Ensuite, on a du monde qui rejoint le collectif et en fin 2021, on lance 3 luttes, l'une après l'autre, sur le même modèle. Une lutte à RSI, avec les gens des intérimaires RSI, dont Touré est le délégué, qui va nous conduire à mener un piquet pendant 1 an à Gennevilliers. Ça va déboucher sur une rencontre avec Darmanin et 83 récépissés avec travail qui vont, bon, ça va donner quelques cartes, on ne va pas rentrer le détail. Et ensuite, le deuxième piquet ouvert 3 semaines après le premier, en fin 2021, c'était DPD, je vous l'ai dit, à Coudray-Monceau, au-delà d'Evry. Et le troisième, c'était Chronopost Alfortville, une deuxième lutte. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, c'est des luttes qui sont de travailleurs, mais qui ne sont pas sur le même modèle que la CGT. Et du coup, ça dure beaucoup plus, les luttes de la CGT. Les gens sont formatés pour rentrer dans les critères, et donc évidemment c'est pas la même, disons, la marche est beaucoup plus haute pour arriver à des résultats. Oui, j'étais venue il y a 2 ans, au chapiteau Karl Marx, il y avait une superbe exposition. Moi je suis de Lyon, dans le collectif des sans-papiers de Lyon. Et je voulais savoir ce qu'il en est actuellement de votre lutte que vous avez menée à Chronopost et ailleurs. Donc sur Chronopost Alfortville, on a eu 15 cartes. Par rapport à l'énergie d'engagés sur plusieurs années et par rapport au nombre de gens qui atteignaient environ 200 personnes, on peut dire principalement que c'est une défaite. En même temps, ces 15 cartes, on ne les aurait jamais eues sans bouger. Et donc, c'est une défaite en termes de résultats, mais c'est quelque chose de très... Ce qui s'est passé est très important, c'est-à-dire ça a été un drapeau, ça a été quelque chose, ça a été un phare sur le pays, sur tous ceux qui ont l'esprit ouvrier chevillé au corps. Et donc, c'est aussi en ça que c'est d'accord, c'est sur le résultat. Mais Marx disait, le résultat, il ne se mesure pas au nombre au salaire ou autre, il se mesure à l'unité grandissante des travailleurs. Et ce qu'on peut voir sur la tenue des manifestations, sur la façon dont les discours se font, c'est une hausse de conscience, qui est spectaculaire, quoi. Dembélé qui à plusieurs reprises, l'international a été entonné sur des rassemblements. Donc ça fait partie du résultat. Les 2 autres luttes, c'est compliqué. Autant on se lâche quand on parle de Chronopost, autant sur les autres luttes, dans la mesure où il y a plus de résultats. On peut dire que sur Evry, c'est positif. Les gens travaillent, ils ont le droit de travailler. En même temps, ils n'ont pas la carte. Mais donc c'est une souffrance chaque fois qu'il y a un deuil au pays, ils ne peuvent pas rentrer. Mais ils peuvent travailler, c'est ce qu'on a obtenu. RSI, on a obtenu d'abord 18 cartes, puis après quelques autres, ça aboutit à 27 ou 28. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est pas simplement le résultat matériel qui est honorable, hein, honorable dans le contexte extrêmement dur aujourd'hui, d'en arriver à 65 récépissés avec travail. Enfin, il y a quand même 2 cartes à Evry, 15 cartes à Alfortville, 27 ou 28 à Gennevilliers. C'est un résultat énorme par rapport aux difficultés ambiantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les camarades sont, sont nettement plus conscients. Nettement plus conscients. Ce qui manque, en fait, c'est la même conscience sur d'autres ouvriers, des collectifs ouvriers qui viendraient sur le piquet, sur les piquets quand ils existaient. Parce qu'en fait, la lutte des sans-papiers apparaît comme plus consciente, plus forte que la lutte moyenne autour, la lutte ambiante,
Et c'est ça qui freine la prise de conscience des camarades. Eux, certains portent l'unité de la classe ouvrière, mais ils n'ont pas beaucoup d'écho là-dessus, quoi, quand même. Vous avez parlé d'autorisation de travailler sans carte. C'est-à-dire, et quand vous parlez de carte, c'est quoi? C'est une carte de travail d'1 an? Voilà. Alors, quand il y a une régularisation, c'est toujours une carte de travail d'1 an salarié, la plupart du temps. C'est un morceau de carton plastifié qui est à peu près la taille d'une carte, une carte bancaire. Quand je parle d'autorisation de travail, c'est un récépissé. C'est un récépissé où en fait c'est marqué dessus à demander, à déposer un dossier de demande de régularisation. Et donc il y en a deux sortes. Il y a le récépissé sans autorisation de travail qui permet simplement de ne pas se faire interpeller par la police. Et il y a le récépissé avec autorisation de travail. Et c'est ça qu'ils ont eu. Dans l'Oise, ils ne donnent plus de récépissé. Dans le Val-de-Marne, les gens ont eu les 15 cartes directement. C'est pareil, ils ne donnent plus de récépissé. Par contre, à Évry, ils ne donnent pas de carte. Ils donnent des récépissés, ce qui génère, paraît-il, qu'il y en a environ 10 000 qui ont des récépissés avec travail, qui sont en souffrance par rapport au manque de cartes. Mais les préfectures ont des comportements différents. Hein. Voilà, je voudrais rebondir pour vraiment dire quelque chose par rapport à ce que Christian vient de dire sur la conscientisation des travailleurs sans papier à travers les luttes qu'on a eu à faire. Voilà, donc moi j'ai eu l'opportunité d'être délégué du collectif. Donc j'avais en face de moi les fonctionnaires de la préfecture. Donc il arrivait des fois, on avait des ouvertures à la préfecture du Val-de-Marne où on déposait des dossiers chaque 1 mois. Et après, ils nous ont obligés de les déposer à chaque 2 mois. Voilà, donc moi je suis arrivé ici en 2010. Ça a coïncidé à la campagne présidentielle. Et donc j'avais beaucoup d'espoir avec les socialistes. Et je me disais, oui, c'est des gens qui parlent de droits de l'homme et tout. Donc moi je m'attendais, j'ai dit, si Sarkozy part, j'aurai ma carte avec Hollande. Et donc j'avais beaucoup aussi d'espoir. Je disais, il y a Dominique Strauss-Kahn, désolé, je ne peux pas prononcer bien son nom. Je dis, c'est un professeur d'université, c'est quelqu'un qui parle du social. Et voilà, donc il faut régulariser comme au temps de François Mitterrand. Et lorsque nous sommes allés à la préfecture, face au mauvais comportement de fonctionnaires qui ont déposé certains dossiers, ils puisaient dans ce dossier des documents qui devaient aller à la directe. C'est-à-dire, on dépose un dossier à la préfecture l'examine, après il envoie une filiale du ministère du Travail, la directe. Et donc, on voyait ces gens nous mentir. Voilà, ils nous disaient on a envoyé tel récépissé à telle personne alors qu'elle n'a pas reçu. Et à partir de là, j'ai pris conscience de qui j'avais en face de moi. Voilà, donc aussi, ces luttes ont coïncidé avec les luttes menées par l'État sur la destruction du droit du travail à travers les lois Macron, loi El Khomri. Et on a assisté à ça aussi. Et ça nous a permis de comprendre que ce n'était pas seulement les sans-papiers, c'était aussi les travailleurs. Donc ce qu'on entendait dans les discours de lutte de classe, donc c'est tout le monde qui est concerné. Il y avait, on l'a vu, c'était maintenant une occasion de le voir, les autres travailleurs attaqués. C'est aussi la lutte qui a eu lieu tout récemment à travers les retraites. Voilà, on menait des occupations, on était virés des bâtiments. Et ça décourage beaucoup ceux qui n'ont pas vraiment, ceux qui se battent réellement pour le papier. Bon, il y en a qui se battent parce qu'ils ont compris, c'est une lutte, voilà, c'est les gens qu'on a laissés là-bas qu'on retrouve ici. Donc, à travers cette lutte aussi, les gens ont compris que disons que c'est tout le monde qui est concerné. Voilà, la lutte c'est tout le monde. Et il est arrivé que
le soutien qu'on a eu, les syndicats solidaires en l'occurrence, n'a pas fait comme la CGT, de se caler à la loi. C'est-à-dire qu'il y a un circulaire qui est là, un syndicat qui est censé, bon, je critique pas, je dis seulement un constat, qui est censé se battre pour défendre les travailleurs, mais se réfère à cette loi même qui plonge les travailleurs. Et donc avec Solidaire, ben, ça n'a pas été le cas. Nous sommes sortis totalement de la circulaire VAS. Et ça, je ne dirais pas, c'est notre occupation. Et je pense aussi que ça n'a pas plu beaucoup la CGT parce que le collectif a été ciblé dans le Val-de-Marne. Bon, ce n'est pas l'objectif du débat. Voilà. Donc, c'est pour dire que à travers ces luttes, nous avons eu beaucoup de conscience à travers la lutte de classe, mais de façon pratique, pas à travers un discours. On était dans l'open, on était dans la confrontation. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et bien voilà, c'est aussi parce que je dirais aussi à travers Christian, parce que c'est quelqu'un aussi qui a une expérience dans le syndicalisme, on a eu, à travers les AG qu'on faisait, à travers le contexte politique, il y avait des rappels, il y avait permettez-moi de dire des micro-courses, des luttes de classe et tout, et qu'on complétait à travers les luttes qu'on faisait. Voilà, donc ça aussi c'est à travers, je pense, de différentes luttes, de tout ce qu'on fait ici, ce qui a conclu à ces luttes et dont on a bénéficié ces derniers temps. Je n'ai pas vu une revendication syndicale qui a abouti, augmentation des salaires ou les retraites. Mais je peux dire de notre côté, de lutte qu'on a menée, on avait un objectif pour avoir des cartes qui libèrent, qu'on a obtenu. Voilà, donc je peux dire qu'on a bénéficié de beaucoup d'efforts actuels des militants. Cette vidéo est un montage d'extraits d'interventions de manifestations récentes des camarades et des différents collectifs de sans-papiers. Voilà, c'est un peu décousu, mais c'est pour illustrer la façon dont ils interviennent, dont eux-mêmes, ils ont conscience qu'il faut s'adresser à tous les travailleurs, et que c'est tous les travailleurs qui sont attaqués par les lois Darmanin, Retailleau, toute cette campagne de division qui est menée actuellement. Parce que tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, tant que l'ensemble de la classe ouvrière n'a pas les mêmes droits, c'est l'ensemble des salaires qui tirent vers les bas. Qu'on voit un État qui parle des Français, qui parle des Français de papier, qui parle de ceux qui travaillent, qui parle de ceux qui ne travaillent pas, qui parle de ceux qui sont RSA, un gouvernement divisaire. C'est ça nous voyons. Alors il est temps qu'on s'unisse, qu'on dise, on vit dans un pays aujourd'hui multicouleur. Ne cédons pas à la division. Alors nous, les sans-papiers, c'est nous qui faisons avancer l'économie de la France. Car c'est nous qui travaillons avec eux. C'est nous qui travaillons pour eux. C'est parce qu'ils ont confiance en nous qui nous permet de garder les personnes âgées. C'est parce qu'ils ont confiance en nous qui nous permet de garder les enfants. C'est parce qu'ils ont confiance en nous qu'ils nous permettent de nettoyer chez eux. Ils nous permettent de nettoyer leurs bureaux. Ils nous permettent de garder leurs entreprises. Alors pourquoi ne veulent-ils pas nous régulariser? Nous sortons aujourd'hui pour dire non à la loi de Darmanin. Nous sortons aujourd'hui pour dire non à la circulaire de M. Retailleau. Est-ce que les Français ont oublié ce que nous faisons? C'est nous qui travaillons dans les BTP pour eux. C'est nous qui travaillons les récoltes de la France et ils sont fiers de leurs fruits et légumes. C'est nous qui donnons l'éducation aux enfants. Oui, nous les sans-papiers, nous ne sommes pas dangereux, mais la circulaire de Retailleau nous met en danger. Nous tenons à dire à la population que nous sommes leurs collègues au boulot. Nous sommes leurs voisins dans leurs appartements. Nous sommes leurs conjoints ou leurs conjointes. Nous sommes leurs amis, leurs copains, leurs copines. Aujourd'hui, notre vie, elle est là. C'est pour ça que nous, on dit, on vit ici. Après, nous disons, nous travaillons ici. Qu'on soit immigré ou pas, travailleuse ou travailleur avec ou sans papier, tout le monde est dans la misère. Je disais tout à l'heure, ils veulent prendre de l'argent
sur les salaires des gens qui sont déjà en retraite. Alors nous on dit, de l'argent il y en a dans la caisse des patronats. C'est de là-bas où il faut chercher. De l'argent il y en a chez les actionnaires. De l'argent il y en a, mais ils mettent dans la guerre. Et nous on a besoin de cet argent-là sur notre salaire. On a besoin de cet argent-là pour que les élèves aient un maximum de profs. On a besoin de cet argent-là pour qu'il y ait des hôpitaux partout. Alors si les Françaises et Français, ils ont un problème, c'est ça, c'est pas l'immigration. Là, vous êtes là aujourd'hui, vous avez vos droits, vous avez vos papiers, vous pouvez vous battre légalement, mais nous, on n'a pas ce droit-là. Et il faut que aussi vous compreniez, même ceux qui ont les cartes doivent venir nous soutenir. Parce que une personne quand même vulnérable, une personne précaire, tout travail qu'on lui donne, il est obligé à le faire pour pouvoir vivre. C'est pour cela. Donc, ça tire vers le bas, les salaires ne vont jamais augmenter, ils vont toujours piocher, c'est l'État qui va toujours piocher parmi ces 700 000 qu'ils disent travailleurs sans papier pour continuer à faire tourner l'économie. Mais si ça doit changer, c'est pas dans l'Assemblée nationale que ça va changer. C'est pas à Mathieu ni à l'Élysée, non. Ça doit changer dans la rue, dans les entrepôts où nous travaillons, dans des usines où certains travaillent, dans les locaux des ménages où certains travaillent, dans les restaurants où certains bossent, sur les chantiers où certains bossent, c'est là ça doit changer. Nous, on a un message clair pour l'ensemble de la classe ouvrière, pour l'ensemble de la population française. On a un gouvernement qui veut nous diaboliser, qui veut nous transformer en une menace. Cette politique qui est là, qui tue, qui laisse les gens en péril, qui laisse les gens mourir dans la Méditerranée. Il n'y a pas de cadeau. Personne ne viendra taper à notre porte pour nous passer un titre de séjour. Les droits, ça s'arrache. Aujourd'hui, il y a une avancée. Aujourd'hui, les collectifs, nous sommes réunis. Levons la tête, les camarades. On arrive à s'auto-organiser déjà. Des intercollectifs de sans-papiers ou de personnes régularisées, mais nous sommes des étrangers. Tout le monde peut redevenir sans-papier. On ne peut pas dire j'ai les papiers, je suis à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est nous qui peut changer les choses. Oui, il y a des lois, oui, il y a des circulaires, mais c'est nous qui pouvons changer les choses. On rêve d'une grève de sans-papiers, parce que si on s'arrête, tout va s'arrêter. Nous sommes 700 000, des milliers et des milliers de travailleurs. Il faut construire une lutte, il faut construire une grève des sans-papiers. Tout le monde doit s'unir. Rien n'est difficile. Rotaillot, il est là aujourd'hui, il ne sera pas là demain. Hier, il y avait Darmanin, avant-hier, il y avait je ne sais pas qui, mais nous sommes tout le temps là. Nous sommes des travailleurs, il ne faut pas oublier. C'est nous qui se levons 5 heures du matin pour aller travailler. Si on s'arrête, tout va s'arrêter. Les femmes, c'est nous qui s'occupons des enfants, c'est nous qui s'occupons des personnes âgées. Nous sommes des travailleurs, nous sommes la force majeure. Si on s'arrête, tout va s'arrêter. Levons la tête, les camarades. Soyons unis. Nous sommes tous des travailleuses et travailleurs. C'est pas, il y a la question humanitaire, mais c'est pas ça les noyaux. Les noyaux est que nous sommes des travailleuses et travailleurs. Nous participons à la vie économique de ces pays-là. Et nous voulons que ça soit reconnu en tant que tel, que nous ayons notre droit. Donc pour les camarades, ceux qui sont intéressés, ça c'est un livre qui a été fait sur la lutte Chronopost de 2019. Donc c'est moi qui l'ai fait, évidemment je l'ai discuté. Et pour ceux qui veulent, ça c'est le t-shirt de la lutte, celle actuelle, avec les 3 piquets de grève, RSI, DPD, Chronopost.